Et on va le réveiller. Bienvenue à tous sur Éthique pour Éthiquement Parlant. On va faire un live d'utilité publique aujourd'hui, enfin, comme souvent, hein, en même temps, avec trois personnes qui ont beaucoup de choses à partager avec vous tous, beaucoup, que ce soit des informations, des solutions, des recours et de l'actualité. Donc Sébastien, je ne le présente plus, mais tu vas quand même te représenter. Vas-y. Alors, bonjour, je suis responsable de Banque Info Recours, assos créé il y a 2 ans et demi maintenant pour dénoncer et orienter les gens sur les dérives bancaires et Ouais. financières également, parce qu'on n'oublie pas nos amis huissiers, cabinets de recouvrement, ceux-là, on les déteste particulièrement. Ça c'est dit. Alors Gilles, tu as ton micro qui est coupé. Gilles, Oui, tu collabores avec Sébastien. c'est exactement ça. Je collabore avec Sébastien enfin, et j'essaie de lui apporter une modeste aide. Et tout a été dit concernant Banque Info Recours. Et on essaye d'aider les gens le mieux du monde dans notre connaissance et dans notre savoir-faire. Et on essaie de sortir les gens du caca à boudin où ils se trouvent, où on les a mis bien souvent. Voilà, c'est ce que je fais. Et Véronique, toi, je te laisse te présenter. Alors, moi, je suis Véronique Vernet. Ouais. Moi, je suis cadre bancaire et déléguée syndicale Banque Assurance et également initiatrice de la proposition de loi qui avait été présentée à l'Assemblée nationale pour plafonner les frais bancaires par Alexis Corbière, le qui député. A été refusé. Qui a été refusé, mais pourtant voté par 6 groupes parlementaires. Hein. Il n'y a que la droite qui a refusé. Donc, il y avait les LR, les macronistes et puis le MoDem qui ont refusé. Sinon, tous les autres groupes ont voté pour. Ça pouvait, c'était révolutionnaire. Ouais. Là, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui témoignent, que ce soit sur les mainstream ou auprès des associations, ou j'imagine même à l'intérieur de la banque. Quelle est la situation exacte du PGE, puisque globalement, cette aide, il faut en parler clairement, énormément n'ont pas vu la couleur dans la première vague. La deuxième, il y a des conditions d'autres encore plus drastiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Véro? Alors, au niveau du PGE, c'est donc prêt garanti d'État, sauf que l'État donne la garantie, donc avec les fonds publics, bien sûr, mais c'est les banques qui décident. Donc, si un dossier ne convient pas aux banques, même si il a le droit à l'octroi de ce prêt, elles sont pas obligées d'accepter. Donc, en fait, c'est au bon vouloir des banques, alors que, et c'est toute la problématique du fonctionnement de la banque d'investissement, de la banque publique d'investissement, la BPI, où on lui donne pas, elle est là pour garantir, mais elle est pas là pour octroyer. Donc, en fait, c'est encore les banques qui font la loi, qui choisissent. Et tu parlais du prochain PGE qui va être versé. C'est encore plus drastique puisque carrément dans la notion du versement apparaît le fait que les 20 nouveaux milliards qui vont être versés le seront pour des entreprises solides. Donc, où est l'intérêt si c'est pour verser aux entreprises qui vont bien et que les petits commerçants et les petites entreprises, on les laisse mourir ou on leur facilite pas la tâche pour obtenir ce prêt. Ceci étant, le prêt, pour moi, n'était pas la solution non plus. Il y avait bien d'autres solutions, mais on y viendra peut-être après. Ceux qui n'y ont pas droit aujourd'hui sont ceux qui ont demandé des étalements fiscaux, donc qui ont des dossiers fiscaux liés à l'URSSAF, donc eux ne l'auront pas. Ceux qui ont ouvert l'année dernière, donc ils peuvent pas, ils n'ont pas de miroir ou je sais pas, c'est toi vous savez mieux que moi les exemples de tous ceux qui n'y auront pas droit. Par exemple, pour ma part, ce que je peux dire, c'est que dans toutes les banques, puisque c'est général à toutes les banques ont des notations, des cotations des clients, etc. Et en fonction du client professionnel, hein, s'il n'est pas si entre guillemets c'est pas un bon client habituellement ou un client qui a du mal, donc il n'y a pas une super notation, etc. Il a peu de chances d'obtenir ce prêt. Les prêts, on va surtout appeler les clients qui ont un bon fonctionnement pour leur proposer. Les banques vont appeler les clients qui ont des bonnes notes pour leur proposer le quota des prêts et puis se dire, nous, on a fait le travail.
hein, pour être des bons élèves, dire nous, on a participé à la relance, on a prêté, etc. Mais bien sûr qu'ils vont pas le faire comme ça devrait l'être. Et puis, il est important de savoir que certaines banques au premier PGE se sont servies de cette enveloppe pour racheter des prêts, des anciens prêts qui étaient fragiles. Donc, les racheter comme ça, ils bénéficiaient de la garantie d'État sur des prêts qui, à la base, eux, avaient octroyé. Donc, les banques auraient dû avoir ce risque. Donc, voilà, il y a des grosses choses qui sont passées à travers ce PGE qui sont très graves. Ouais, c'est clair. Vas-y, Sébastien, tu veux t'exprimer là-dessus? Je suis tout à fait d'accord avec Véronique. Déjà, le PGE à l'origine est une connerie. Faire prendre du crédit pour payer de la charge, c'est la pire des solutions, ça c'est clair. Et ce que Véronique disait également sur ce qui se passe, donc qu'on est appelé les meilleurs clients, donc on a eu accès à de la note interne, notamment Crédit Agricole, où oui, il y avait des clients à rappeler prioritairement pour leur proposer. Et les autres, par contre, fallait qu'ils galèrent pour essayer et espérer joindre un conseiller, parce que bon, il y a eu des moments de flottement du personnel qui a été en arrêt, il y a eu tout ça, ce qui est normal. Mais pourquoi on a priorisé certains clients, pas d'autres, alors que ceux qui sont le plus en difficulté, c'est ceux-là qui auraient peut-être eu besoin de mesures. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que certaines personnes, donc il était annoncé 25% du CA maxi, il y a des gens à qui on a accordé un quart de ce qu'ils auraient pu prétendre, mais de façon, sur le fond, à la limite, je préfère qu'on les refuse aux gens, le fameux PGE, parce que ça va les enfoncer à terme. C'est une ligne de charge qui va apparaître dans leur bilan l'an prochain, qui va finir de les assassiner. Donc, on est sur des mesures qui sont pas bonnes pour moi, déjà d'origine. Donc, avoir un PGE, c'est pas forcément positif, et ne pas l'avoir, c'est injuste d'autre par ailleurs. Enfin, ça va pas, cette histoire de PGE. Tous les deux, vous n'êtes pas pour, vous qui êtes en contact avec la banque vraiment au quotidien. Non, il y avait d'autres solutions. Alors déjà, quand on veut vraiment aider, il y avait la solution de faire, si vraiment on veut faire un prêt à taux zéro. Or, aujourd'hui, on sait que ce PGE ne sera pas à 0%. Quand on sait qu'aujourd'hui, les banques se refinancent quasiment à taux négatif et que là, c'est encore ceux en difficulté qui vont payer les intérêts. Aujourd'hui, c'est les banques les grandes gagnantes de ça. Hein. Faut arrêter de penser, quand on nous met dans les médias, c'est la crise, ça ne l'est pas pour les banques. Hein. Parce que tous ces milliards de création monétaire, parce qu'il faut savoir que la création monétaire se fait par la création de la dette, et ça, peu de gens le savent, et ben du coup, tous ces milliards que l'État balance en garantissant, c'est des prêts octroyés par les banques qui créent encore de la monnaie, qui recréent de l'endettement, etc. Donc après, on va encore nous tarabuster avec la dette, etc. Sauf que cette dette, elle aura été octroyée par les banques de nouveau et de manière inégalitaire, en fait. Donc non, je ne suis pas pour le PGE et de surcroît, Bruno Le Maire qui se targue de faire confiance aux grandes entreprises, aux banques, etc., à tout le monde sauf aux chômeurs qui, eux, méritent parce qu'ils ont cotisé pour avoir droit au chômage, etc. Là, il fait confiance à personne du peuple. Par contre, aux capitalistes, il fait confiance. On a vu ce que ça donnait, sa confiance envers les banques pour limiter les frais bancaires. C'est une catastrophe. Pour les entreprises aussi. Et aujourd'hui, Bruno Le Maire aurait pu faire 2 décrets d'urgence, à savoir pour les personnes en difficulté, les petits commerçants, les petites entreprises, tout de suite demander aux banques de faire ce qui existe, n'est-ce pas, Sébastien, en justice, à savoir donner un délai de grâce jusqu'à 2 ans et gratuitement, sans intérêt, etc. Au lieu de faire ça, il propose aux gens de se réendetter. Alors les gens, ils s'endettent pour repayer ces crédits qui leur coûtent des intérêts. Or, si on avait fait un décret qui demandait à stopper selon les dossiers, bien sûr, pour les personnes qui ont été impactées par le Covid, et que ce soit pour les petites entreprises ou même les usagers, il ne faut pas oublier les intérimaires, les personnes qui sont au chômage technique, les gens qui étaient des précaires avant et qui, du coup, n'ont pas de boulot, n'ont même pas le droit au chômage. Comment ils font, ces gens-là, pour payer leur crédit? Normalement, on aurait dû mettre ça en place. Alors, Bruno Le Maire va dire, je fais confiance aux banques pour étaler les dettes, pour reporter. Mais quand on reporte la créance, ça coûte des intérêts intercalaires. Les intérêts, c'est quelqu'un qui a emprunté 100 000 euros à 3%, ça lui fait 3 000 euros de plus juste d'intérêt. Donc, on cumule. Normalement, voilà, quand on est en train de dire on pense au peuple, on confine tout le monde, on arrête tout pour soi-disant le peuple, à ce moment-là, on fait de vraies réformes et on valide de vrais décrets pour le peuple. On ne fait pas le contraire. Et une dernière chose, et ça on y viendra après, c'est que l'urgence aurait été, on l'avait déjà demandé au mois de juin,
ça n'avait pas été fait. Et là non plus, c'est qu'on avait demandé tout de suite geler les frais bancaires pour les petites entreprises, les petits commerçants et les usagers des banques qui étaient en difficulté dû au Covid. Et ça, rien. Donc, vous avez des gens qui n'arrivent pas à payer, à qui on dit de réemprunter pour payer des dettes, mais qui se sont matraqués encore 3-4 fois plus par les frais bancaires, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Et puis, les gens vont, quoi, il va y avoir c'est dingue et c'est triste parce qu'il va y avoir des personnes qui, quoi, je fais tout pour pas qu'il y ait de drame, quoi. J'essaye d'alerter tous les médias, d'alerter tout le monde pour que ça bouge. Mais oui, si on fait rien, il va y avoir des drames, ouais. Et Sébastien et Gilles, à travers Banque Info Recours, vous l'avez obtenu parfois ce délai de grâce, ces années blanches, on peut appeler ça comme ça. Je vais laisser le vieux parler. Oui, on l'obtient. D'abord, je suis. Pour moi, ça devrait être un conseil de la part des banques parce qu'ils savent que le délai de grâce existe. Il ne faut pas me faire croire qu'ils ne le savent pas parce que quand ils sont confrontés ou quand ils ont un client qui obtient le délai de grâce, donc ils savent. Premièrement, ça devrait être un conseil. Et aujourd'hui, pour moi, il y a défaut de conseil des banques concernant ces propositions. Faut être clair. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots non plus. Mais tout le monde n'est pas au courant, effectivement. Si. Non, mais les usagers, oui. Tout le monde n'est pas au courant qu'on a le droit à une grâce. Ce que je veux dire, moi, ça fait partie du métier de responsable d'agence ou de métier de banquier de proposer ça en disant vous êtes en difficulté, voici la solution que vous avez. Après, c'est accordé ou pas, c'est un autre problème, mais il devrait le conseiller. Ça fait partie du rôle de conseil qu'un banquier doit avoir. Première chose. Deuxième chose, je reviens sur le PGE. Le PGE est la plus grosse connerie qu'on ait jamais faite. Quand les gens sont dans la merde, d'une façon normale et régulière sans cette période, eh ben, on leur octroie pas un prêt bancaire. Aujourd'hui, on fait miroiter l'espoir que les gens peuvent avoir un prêt bancaire. En tout cas, les entreprises, petites ou grosses, peuvent avoir un prêt bancaire. On est en train de les limiter. On est en train de privilégier certaines personnes. Les banques sont en train de s'enrichir à une vitesse grand V et, comme disait Véronique, elles créent de l'argent ex nihilo grâce à ces prêts, à condition que les ratios soient respectés, mais ils se débrouillent toujours pour les respecter. Et puis, on est en train d'enfoncer les gens parce que vont devenir si les gens ne peuvent plus travailler, ils sont obligés de déposer le bilan, que les responsables de ces petites entreprises ont posé caution auprès des banques. Est-ce que les banques vont réclamer la caution, oui ou non? Je ne parle pas du prêt du PGE, je parle d'un prêt normal. Est-ce que les banques vont réclamer les cautions? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui, parce que s'ils réclament les cautions alors qu'on les a obligés à fermer, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que c'est juste? Je ne suis pas sûr. Donc, avec Banque Info Recours, aujourd'hui, on dirige beaucoup de gens vers... on fait le travail des banquiers, en fait. On conseille d'aller vers les délais de grâce. Et ça marche. Aujourd'hui, les tribunaux sont un peu ouverts. C'est un peu déséquilibré parce que certains veulent des huissiers, d'autres pas, etc. Mais on les oriente là-dessus. Malheureusement, on fait encore une fois le travail des banquiers. Et n'oubliez jamais que derrière, il y a, comme le dit Sébastien, et sur lequel je suis aussi assez d'accord, il y a tous les charognards qui vont vivre de ça. Huissiers, ils vont beau nous faire les mamours, les salamalek et tout ce qu'on veut, les huissiers vont vivre de ça. Les cabinets de recouvrement, les sociétés de recouvrement, les intrants justiciales, les EOS, Neuilly contentieux, ouais. Voilà, tout ça, ils vont tous vivre et vivre grassement. Donc, vous avez une idée tous les trois globalement de, entre guillemets, à qui profite, de combien ça représente comme argent? Ce que ça peut rapporter justement tout ça, toute cette défaillance du système bancaire pendant cette crise? Aujourd'hui, pour moi, c'est inchiffrable pour une raison toute bête, c'est qu'on en est qu'au début. D'accord. C'est-à-dire que les défaillances des gens, on les connaît, les responsables des entreprises. Ils vont essayer de tenir jusqu'au jour où ils vont arriver dans le mur, et dans le mur, ça sera trop tard. Ça veut dire qu'au lieu de lâcher avant, ils auront lâché à un moment irréversible. Et aujourd'hui, je pense que ça va prendre. Si la situation ne s'arrange pas dans les 5-6 mois qui arrivent, on va avoir des défaillances encore pendant 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'on pourra chiffrer réellement dans 3 ans. D'accord.
J'aimerais intervenir sur 3 choses. Alors, sur la dernière chose que vous avez dit sur ce que ça va coûter, bah, on peut imaginer déjà que les milliards qui disent injectés pour les entreprises qui vont pas, ça va pas les aider, et que ceux qui vont s'enrichir, ce sont toujours des capitalistes qui sont aux aguets là. Ils sont aux aguets, comme ça s'est passé pour les maisons, pendant les périodes où il y a eu des défauts de crédit, et plutôt qu'aider les petits propriétaires de la résidence principale à garder leurs biens, on le balançait aux enchères, et tu as toujours des vautours derrière. Donc là, ce sera les banques, les rentiers, les banques d'affaires qui vont faire la queue aux ventes aux enchères, aux liquidations, et puis reprendre pour l'euro symbolique ces entreprises qui auraient pu marcher si on les avait accompagnées, et puis qui auront coulé là parce qu'on ne les aura pas accompagnés comme il le fallait. De même que tu vas voir les agences immobilières, etc., qui vont courir dans les tribunaux pour aller racheter pour rien les maisons qui vont être liquidées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui achètent une maison, peu de gens aiment s'endetter pour acheter une maison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les politiques diverses et variées qui ont fait que le droit au logement n'était plus respecté, tu as quelqu'un qui a un revenu moyen, il peut pas se loger dans l'HLM, par contre, il peut pas se loger non plus dans le privé. Donc, du coup, il avait comme seule solution de s'endetter, d'acheter un bien pour pouvoir se loger, lui et sa famille. Ces gens-là, tu en as des centaines de milliers qui vont se retrouver avec leurs biens vendus aux enchères. Deuxième chose, pour le défaut de conseil sur le délai de grâce. Alors, je te suis. Je voudrais défendre les collègues, employés de banque, parce qu'il ne faut pas confondre les banquiers, je le dis souvent, et les employés de banque. Oui, c'est pour ça aussi que tu interviens, parce que tu es cadre bancaire, tu es à l'intérieur de la banque, et on va en parler des employés bancaires. C'est ça, et puis moi je couvre toutes les banques. Oui. Voilà, c'est-à-dire que je suis déléguée syndicale banque assurance, donc toutes les banques, tout ce qui se passe dans toutes les banques, on le voit, on se concerte, on parle, on fait des réunions spécifiques. Et donc, aujourd'hui, les employés de banque qui rêveraient d'exercer leur métier comme avant, c'est-à-dire d'être des conseillers, on les a rendus commerciaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les formations que tu as, c'est des formations en ligne pour la plupart des banques, où on te dit ce qu'on a envie de te dire et on t'alerte pas. Donc, effectivement, le délai de grâce fait partie des devoirs de conseil des employés de banque, mais ils ne le sont pas au courant. Et cette information n'est pas diffusée comme ça, parce que le but de la banque, c'est certainement pas que les personnes demandent à tour de bras des délais de grâce. À ce sujet-là, j'ai une petite anecdote. Un employé, donc je ne vais pas citer le réseau, mais il m'envoie de temps en temps ses clients quand il n'a pas de solution. Et il me demande ce qu'on peut faire. Alors je dis, à ton client, un délai de grâce. Il a essayé de demander à son back-office. Donc son back-office, c'est des plateformes internes à la banque. Et la réponse qu'on lui a faite, c'est clair, c'est net, ne propose pas ça. N'en parle pas au client. Oui. Point. Donc, c'est clair, c'est net. C'est une directive. Si vous voulez, moi j'ai l'habitude de citer les noms, d'appeler un chat, et que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça. Sébastien le sait. Moi, je dis à Brassac, entre autres, qui est, je crois, et de mémoire, encore président de la Fédération bancaire française, puisqu'il ne donne pas, il n'a pas le temps de donner des interviews, au moins qu'il donne la consigne à son service juridique de ne pas dire ce type de choses. Je dis ça au Crédit Agricole, mais je peux dire ça à la Caisse d'Épargne, à la Banque Populaire, etc., etc. Effectivement, Véronique, tu as raison. C'est pas les employés de banque, sauf que les services juridiques aujourd'hui sont complices. Et il faut punir les banques à sa juste valeur, parce que c'est le drame. Je parlais lors de la dernière émission que nous avions eue de suicide. Ça va commencer. Ça va commencer. Et malheureusement, les gens qui auront provoqué ce mal-être, ce suicide, seront pas là. Il suffit simplement d'indiquer un délai de grâce, de dire, monsieur, vous avez droit à ça. Qu'après, il soit accepté ou pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un autre problème. Mais on n'informe pas parce qu'on veut aller piller les personnes. Et n'oubliez pas une chose, 1er juillet 2022, personne ne le sait, ou rares sont les gens qui le savent. Les huissiers deviennent commissaires de justice, c'est-à-dire qu'ils vont devenir aussi vendeurs aux enchères. C'est-à-dire que quand ils vont avoir toute la procédure du départ de la déchéance de terme jusqu'à la vente de la maison. Ça veut dire qu'ils vont manger partout, ces gens.
Ça Ils rappelle vont beaucoup manger le partout. système des bulles, des bulles spéculatives Oui, et des subprimes ils, américains qui se sont vus, on les a vus, oui, hein, mais ils vont manger partout. Mais on, ouais. on est Ils vont manger dans la procédure et ils vont manger dans la vente. Parce que Hein. là, effectivement, Donc, les gens qui vont perdre leur commerce, leurs entreprises, évidemment qu'on va s'attaquer à leur crédit logement. mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. C'est tellement vrai que vous regardez, il suffit simplement d'aller sur Internet, de voir ce qu'ils disent. Ils préparent tous cette date-là. Alors ils vont faut croire qu'ils sont en train de s'adapter, qu'il faut jusqu'en, je crois, 2024 de mémoire avoir la formation spécifique. Ils vous font tous croire ça. Non, en fait, c'est la continuité de la lettre qu'ils avaient écrite à leur ministre de tutelle en disant que le Covid, ils allaient tous souffrir, qu'ils allaient devoir fermer, tomber en faillite, licencier des gens. En fait, c'est pour aller faire du fric, ni plus ni moins. Et pas autre chose que ça. C'est aller, pour certains que je connais qui travaillent beaucoup avec un trône justiciable, par exemple, ce sont des gens qui vont acheter des loges dans les stades. Juste ça. Voilà à quoi ça va servir. Ils vont les piller, les gens. Ils vont les piller le dos des gens. Et Bon, ça, alors c'est inacceptable. les gens, pas de panique, les gens. Il y a des solutions. Il y a des solutions parce que tout ça est très, très obscur et déjà que les gens n'ont pas trop le moral. Alors, il y a des solutions. Vous pouvez demander à votre conseiller, même l'exiger, quitte à prendre un avocat, exiger un délai de grâce, des années blanches, ne pas souscrire. Qui passera en justice. Hein. Oui, mais il faut se battre. Il y a des associations telles que Banque Info Recours, il y a des syndicats, il y a des solutions. Hein. Voilà, là c'est de l'information, c'est un peu sinistre, mais il y a des solutions. Mais c'est vrai qu'on va vers, on se doit d'informer les gens effectivement de cette date butoir terrible qui concerne les huissiers, le fait que leur logement, ils vont peut-être être sollicités de leur, après sur leurs biens personnels. Donc c'est important de le savoir. Est-ce qu'on peut parler des frais bancaires? Parce qu'alors ça aussi, c'est la catastrophe, quoi, Sébastien. Alors, ouais, les frais bancaires, donc il y a eu des avancées. On a enfin, je dirais, publiquement depuis 2014, les critères de fragilité que les banques appliquent. Donc, on en voit la fumisterie parce qu'on a certaines qui, pour lesquelles le seuil de pauvreté n'est pas un critère de fragilité parce qu'ils ont placé le plafond un peu en dessous le seuil de pauvreté. Donc, déjà, c'est révélateur, je dirais, de leur moralité et de leur intégrité. Et tu as, alors, dans les pires, c'est nos amis du Crédit Agricole. Je suis désolé, ça tombe encore sur Monsieur Brassac, mais j'ai encore reçu hier, donc normalement les frais doivent être mieux détectés, etc. Pour les mois d'octobre et novembre, j'ai reçu 2 relevés mensuels où une famille s'est fait racketter de 220 € et une autre de 295 € sur le mois. Donc ils dépassent eux-mêmes leurs propres critères qu'ils ont rendus publics. C'est révélateur du peu de confiance et de crédit qu'on peut accorder aux engagements de ces organismes. Véronique, je t'écoute sur les frais bancaires. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les frais bancaires. Moi, j'aimerais quand même stipuler que quand il y a eu la loi Macron sur la réforme du travail avec la possibilité de rupture conventionnelle collective, moi, je travaillais déjà depuis longtemps sur les frais bancaires parce que c'était pour moi d'une violence extrême, d'une illégitimité sans pareil. Et donc, j'ai dit, mais là, ça va être fou. Ça va être fou parce que rupture conventionnelle collective, ça veut dire que tu licencies les gens. Il y avait eu la réforme des prud'hommes avant. Donc, tu les licencies en masse. Ils peuvent pas se rapprocher des prud'hommes parce que on avait plafonné les indemnités. Et donc, ces gens-là avaient déjà des crédits en cours, des choses en cours avant le Covid. Et j'ai dit, mais ça va être terrible parce que ces gens-là, ils vont se retrouver avec moins de revenus. Et tu as la banque qui va aller comme des vautours, boum, 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 les sanctionner, puisque qui dit tu as 500 € de moins de budget par mois, c'est des crédits qui peuvent pas passer, de l'EDF, la cantine pour les enfants, et d'où rejet de chèques, rejet de prélèvements, courrier d'information, boum, boum, boum. Et malheureusement, on vient de le voir, le Secours catholique a annoncé qu'il y avait 1 million de pauvres de plus. Ouais. Et c'est ce que j'avais malheureusement prédit l'année dernière, quand ils ont parlé de la rupture conventionnelle collective. Il n'y avait pas encore le Covid. Donc là, malheureusement, avec la réforme sur le chômage qui vient d'avoir lieu, où personne n'a fait gaffe, mais les gens vont passer à quasiment la moitié d'indemnité chômage. Alors que les gens entendaient bien, là, les milliards que l'État balance aux grandes entreprises, etc., c'est vos impôts, c'est vos cotisations sociales. Et
ces cotisations sociales qui devraient vous permettre de toucher les ACDIC quand vous tombez au chômage parce que vous avez payé. C'est un droit. Faut qu'on arrête de faire croire aux gens que c'est des cassos qui touchent des indemnités sur le dos des autres. C'est faux. Tout ce qu'on cotise à chaque fois qu'on bosse, c'est justement comme une mutuelle pour l'avenir. C'est une prévoyance, ni plus ni moins. Oui, Et comme une caisse de prévoyance, retraite, hein, c'est comme les retraites, et on est en train de nous casser la retraite, on est en train de nous casser le droit au chômage parce qu'on balance des milliards comme le CICE, comme tous ces milliards qu'on balance aux entreprises, les prêts qui ont été faits à Air France et patati et patata. On n'arrête pas de spolier le peuple. Donc ces frais bancaires-là, avec toutes ces réformes qui sont entamées, au-delà du Covid, le Covid, c'est une tranche de plus. Eh ben, on va se retrouver encore avec 1 million de plus l'année prochaine de pauvres supplémentaires parce que la réforme chômage, il y a déjà une évaluation de 400 000 personnes. D'accord? Donc, rien que ça. Et donc, les frais bancaires, non seulement Bruno Le Maire n'a pas voulu légiférer, il a sorti un pseudo-décret. Donc, quand monsieur Alexis Corbière a fait la proposition de loi de plafonnement, c'était bien, on demandait 2 euros, et on était gentils, hein, 2 euros maximum par opération, 20 euros maximum par mois, avec 200 euros maximum par an. C'était déjà une manne pour les banques non négligeables. Bah, il a refusé, il a dit qu'il faisait confiance aux banques. Aujourd'hui, effectivement, en banque, les revenus qui sont déclarés par les banques pour qu'on reconnaisse un client fragile, c'est minime. Donc, en fait, quasiment personne n'a le droit à ce plafonnement. Ils ont décrété qu'il fallait que tu aies 5 frais dans un mois pour qu'on te foute la paix pendant 3 mois en te prenant que 25 euros. Mais c'est une blague. Et aujourd'hui, ils ont encore, comme on l'avait prévu, créé des nouveaux frais. C'est-à-dire que dès qu'on plafonne d'un côté des frais, c'est pour ça que nous, on était pour un plafonnement global des frais bancaires, parce que fut un temps, on avait plafonné les frais de forçage d'opération à 80 euros par mois. Bah, quid de la banque, elle a inventé d'autres frais. Donc, les frais de courrier, les ceci, les cela. Aujourd'hui, il y a des nouveaux frais dans les banques qui sont créés. Tu as le malheur de pas être chez toi, de recevoir un courrier et de ne pas être là pour le réceptionner, un recommandé, ça retourne à la banque elle te prend 24 euros de frais parce que tu n'as pas été chercher ton courrier. Donc, aujourd'hui, tu as des gens qui payent plus d'un mois de salaire de frais bancaires par an. Et ça touche. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent dans les banques? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent des frais bancaires? À qui ça profite, alors, ça? Bizarrement, tu regardes, en pleine crise Covid, il a fallu que l'Europe dise aux banques ne versez pas de dividendes, etc. Tu parles, elles les ont suspendues, elles vont les verser tôt ou tard. Bah, bizarrement, nous, alors, là où on n'a pas été contredit à l'Assemblée, c'est sur les 7 milliards qu'on dénonçait grâce aux associations, etc., de frais bancaires qui étaient pris sur 8 millions de personnes, classe moyenne, classe populaire, tout le monde est impacté, hein, sauf les riches. Et donc, en fait, en faisant un boulot et dont Sébastien aussi a été initiateur, on est en vrai entre 10 et 12 milliards de frais bancaires. Bah, bizarrement, les banques ont versé l'année dernière, pas 2020, 2019, plus de 8 milliards de dividendes aux actionnaires. Donc, en fait, les frais bancaires aujourd'hui, c'est une manne qu'on prend sur le peuple, sur toutes les classes du peuple, sauf les riches, bien sûr, on leur offre tout, pour garantir les dividendes des actionnaires. Donc, on garantit les dividendes sur la précarité et la misère des gens, en fait, sur le malheur des gens. Et il n'y a rien qui place. Et je rajouterais juste, quand les banques vont bien, normalement, elles devraient provisionner leurs fonds propres en cas de coup dur, comme n'importe quelle entreprise, petits commerçants, petites entreprises. Quand ils veulent un prêt, on leur dit, t'as été un bon élève tous les ans, là, quand tu as fait du bénéfice, t'as mis de côté? Oui, bon, bah, t'as le droit au prêt. Par contre, ceux qui n'ont pas mis de côté, comme les grandes entreprises font, c'est-à-dire qu'elles dispatchent leurs bénéfices dans les actionnaires au lieu de les garder en fonds propres, eux, on leur dit rien. Dès qu'il y a une crise comme maintenant, on les rend fous à coups de milliards. Alors que ces gens-là, moi, je les laisserai couler et puis je renationaliserai, j'irai prendre ces biens. Comme on le fait, c'est-à-dire qu'une petite entreprise, aujourd'hui, on la matraque de frais bancaires, elle va se retrouver en liquidation et puis tu as un vautour qui va aller attraper sa société. Par contre, pourquoi les banques, les grandes entreprises, les Air France, là, qu'on aide à coups de milliards, pourquoi on renationalise pas? Pourquoi on socialise pas les banques? Tu vois? En fait, à un moment donné, pour les classes moyennes et populaires, tu n'as pas du tout le même principe, tu n'as pas le même fonctionnement que pour les grandes entreprises. C'est une aberration. Concernant les frais bancaires, les banques aujourd'hui sont fortes
en imagination, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on les limite sur des frais, elles vont en créer d'autres. Je dis depuis un bon moment, les frais bancaires sont injustifiés et surtout injustifiables. Hein, on va voler les gens. Et le mot n'est pas assez fort. On va voler les gens. Il y a quelques années, alors des gens de ma génération, hein, malheureusement j'ai un peu vieilli, les gens de ma génération n'ont pas payé les chèques. Les gens de ma génération ne payaient pas les frais bancaires il y a quelques années en arrière. Pourquoi aujourd'hui on les paye? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous amène comme service? L'informatique, avant, c'était encore le guichetier qui faisait tout à la main, qui rentrait tout à la main. Donc, il y avait une charge, une vraie charge. Aujourd'hui, c'est l'informatique. Faut pas me dire qu'appuyer sur un bouton, ça oui, c'est pas de la main-d'œuvre. C'est pas vrai. Oui, c'est pas de la pénibilité. Voilà. Donc, pour moi, c'est du vol. C'est uniquement du vol. Et on vole aux petits parce que les gros, comme disait Véronique, on va pas les spolier puisqu'ils les discutent, les frais bancaires. Ils les acceptent pas. Ils renvoient même parfois les relevés en disant n'accepte pas, ou ne veut pas, ou ne paye pas. Hein. Et on se couche payent même pas leur carte. Ils payent même pas leur carte bleue. Ils payent même pas leur carte bleue. Donc, les frais bancaires, ça n'est jamais qu'un vol autorisé. Hein. Et aujourd'hui, on est en train d'affaiblir. Vous vous rendez compte que les gens ils touchent le 13e mois, c'est ce que ça leur coûte en frais bancaires, et parfois même beaucoup plus. On marche sur la tête dans ce pays. On marche sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a comme recours concrètement? Quelqu'un là qui décide, qui prend son stabilo, qui prend son relevé, qui met tous les frais bancaires là, qui ne comprend pas, qui n'admet pas. Qu'est-ce qu'il a comme recours? C'est pas qu'il comprend pas. C'est pas qu'il comprend pas. Enfin, il refuse. C'est que oui, mais aujourd'hui on refuse. Qu'est-ce qu'on lui dit? Faut quand même le savoir. On lui dit, si vous n'êtes pas content, allez ailleurs. Ailleurs, oui, ça sera la même chose. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Voilà. Et je voulais finir d'intervenir sur le sujet. Aujourd'hui, les frais bancaires, on me dit, ça couvre les dividendes, sauf dans les banques coopératives où ça couvre les revenus des dirigeants par des bonus, parce qu'évidemment, ils n'ont pas de dividendes ou très peu, ou redonné très peu par action. Mais simplement, ça couvre les bonus des dirigeants qui se sont accaparés les banques coopératives qui appartiennent en théorie à tout le monde. Ce sont eux qui se sont accaparés les banques. Ils ont organisé le système pour voler les banques aux propriétaires. Voilà ce qui se passe. Et coopérative et pas mutualiste, hein, parce qu'on sait que les banques mutualistes, pseudo-mutualistes, remontent, en fait, sont souvent sous forme de holding, d'accord, et remontent l'argent d'une manière différente qui ira de toute façon chez les actionnaires, dans les actions cotées. Hein, c'est alors on va dire que c'est mutualiste, il n'y a pas de. Mais Pico. Moi, il y a juste une chose qui m'a interpellé sur ce sujet. Pourquoi le groupe Caisse d'épargne Banque Populaire a créé la Banque du Léman à Genève? Qu'on m'explique pourquoi on a créé cette banque. Je le sais, hein, j'ai la réponse. Hein. Mais pourquoi on a créé cette banque qui n'est plus coopérative, hein, qui est une banque privée de droit suisse, etc., etc. Pourquoi on a créé ça? Pourquoi cette banque coopérative et associative a créé la Banque du Léman? La réponse est très sournoise. On a besoin de cette banque à Genève pour faire certaines choses. Voilà pourquoi. Certaines choses, c'est-à-dire? Tout simplement pour faire sortir de l'argent du pays. Pour blanchir, ouais. Non, mais je ne dis pas pour blanchir, pour faire sortir l'argent du pays. Oui, défiscaliser. Oui. Absolument. Mais de toute façon, aujourd'hui, dans les banques, tu as tellement de fonds communs de placement qui est vendu aux gens, etc., et qui viennent déjà de l'étranger, qui sont des fonds, au lieu de passer sur l'économie réelle en France, etc., ils vont te faire des fonds. Récemment, on a parlé d'un fonds qui coulait, justement, il venait de l'Allemagne, et finalement, le responsable de ce fonds, c'était pas quelqu'un de sérieux. Donc voilà, en fait, cette manière de faire tourner l'argent, tu le fais tourner comme tu veux parce que tu vas attraper des fonds, etc. Et puis après, ton fonds, il va avoir fait bizarrement faillite, mais tous les gros porteurs auront déjà vendu. Donc voilà, ça c'est de toute façon, on a les moyens, hein, de toute façon, on a les moyens. Si on parle de l'évasion fiscale, du blanchiment de l'argent, etc., on a les moyens de les suivre. On a déjà les systèmes qui existent. C'est juste une volonté politique de ne pas les mettre en place.
Qui va te Tout à faire fait. croire aujourd'hui que tu ne sais pas les milliards et les millions qui Mais- vont à droite, à gauche dans le monde entier? Par contre, toi, la petite personne lambda qui va te faire un virement de 8 000, 10 000 euros pour aider ta famille qui va être, je sais pas, moi, en Espagne ou peu importe. Là, par contre, toi, on va être derrière toi à savoir ce que tu as fait, pour qui, Mais pourquoi. Tu vois, ça c'est. pour Mais en revenir aux frais, les frais sont injustes et servent uniquement à certains. C'est pas du collectif. La banque n'a pas besoin de ça pour vivre. Seulement, il est très facile ça, de piller les frais parce que les gens n'ont pas les moyens de venir gueuler. Quand on leur dit vous taisez, sinon on vous ferme votre compte, les gens paniquent. Où c'est que mes allocs vont arriver? Où est-ce que mon salaire va arriver? Comment je vais faire pour payer mon loyer, mon électricité, mon eau si j'ai plus? Quelle banque va me vouloir, etc. J'ai un découvert, les personnes sont prises dans les découverts, ils n'arrivent plus à s'en sortir, etc. Les frais, c'est pour mettre les gens à terre. Alors, quel recours? C'est là où je voulais en venir. J'en reviens à ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement quand on est un citoyen lambda? Je vais donner les trois étapes. Alors, je vais donner les trois étapes que je préconise. Mais par contre, là où tu as raison, Gilles, et il faut le dire, c'est que malgré ces trois étapes, tu peux arriver à avoir ton compte clôturé parce qu'une loi contre laquelle je me battais aussi, c'était le secret bancaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous prétexte, on laisse les banques être juge, Parti, être jugé parti. C'est ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas faire une réclamation, bah, si on trouve un peu trop chiant, tu te prends une lettre de clôture. Hein, sauf que quand tu veux rouvrir un compte ailleurs, tu as été contesté des frais parce que tu avais une certaine difficulté. Bah, l'autre banque va te demander tes relevés de compte et elle va avoir des relevés. Elle a le droit de te dire non. Il ne te restera que le moyen d'aller à la Banque de France pour avoir une ouverture Banque de France. Sauf qu'une ouverture Banque de France, tu as des moyens de paiement très restreints, tu n'as pas l'accès au crédit, voilà, on te plonge. Donc en fait, déjà, il faudrait intervenir là-dessus, c'est-à-dire ne plus laisser la banque être juge et partie. C'est juste pas possible. On a une forme de casier judiciaire bancaire quand on. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Les banques, de toute façon, c'est une dictature financière, hein, ni plus ni moins. Elles font ce qu'elles veulent, elles t'imposent ce qu'elles veulent, et t'es content, t'es pas content, t'es dans les bons petits papiers, ça va bien se passer, s'il n'y est pas, ça va mal se passer, et puis tu n'auras rien à dire. Donc, si on n'avait pas si la banque devait se justifier quand elle clôture ou quand elle refuse d'ouvrir, on aurait déjà un moyen après de se défendre en justice. Mais non, on leur laisse le temps. Je vais même dire, je vais même aller plus loin que ça. Aujourd'hui, et je mets ça au conditionnel parce qu'il faut qu'on vérifie nous aussi. Mais aujourd'hui, il nous est remonté une histoire où un compte a été clôturé depuis des années et où ce compte fonctionne encore et transite des sommes de fous furieux qui ne correspondent en rien, mais en rien à l'activité de la personne qui avait le compte. Oui, mais les comptes fermés, c'est un scandale. Crédit Agricole, alors eux, ils étaient les rois des comptes fermés. Eux, hein. Oui, mais certes. Aujourd'hui, si la personne en question se fait avoir, il va falloir qu'elle se justifie. Ça va être avocat, ça va être garde à vue, etc., etc. Aujourd'hui, sur cette histoire-là, à vérifier, et je mets tout ça au conditionnel quand même, si on ne dit rien, si le crédit, pardon, j'allais le dire, le nom de la banque, si la banque n'est pas condamnée, mais ils vont continuer. Aujourd'hui, si ça s'est avéré, hein, c'est le directeur général de l'entité particulière qui doit aller en prison. Et le directeur général du groupe qui doit aussi aller en prison. Parce que c'est inacceptable. C'est on le sait, hein, on le sait mais c'est pas nouveau. Hein, on le sait que il y a des comptes fermés sur lesquels il se passe des opérations. Mais c'est assez répandu. Moi, j'en reviens à ma question. Ça fait 3 fois que vous répondez pas. Alors, pour revenir, première étape. Alors, prendre un rendez-vous avec son conseiller. Alors, les conseillers en banque, faut pas leur taper dessus hein, s'ils peuvent pas remettre. Faut savoir qu'ils ont des supérieurs et ils sont limités dans les remises de frais bancaires. Ils sont limités annuellement, ils sont limités par montant, ils sont limités en tout. Donc, les employés de banque, voilà, déjà, ils ont une peine misère parce que
On a voulu souvent faire croire que l'employé de banque, il avait une situation privilégiée. Non, non, vous avez des gamins qui ont fait bac+4, qui sont à 1300 € par mois aujourd'hui et qui en bavent parce que on leur met des directives effroyables sur le dos. Donc, premier rendez-vous, un petit coup de fil, voir comment ça se passe, s'il y a une possibilité. Si il n'y a pas de possibilité, deuxième étape, on fait un courrier en recommandé, en demandant le remboursement du recommandé, bien sûr, au directeur ou à la directrice d'agence. Si cette personne, au bout d'un mois, ne donne pas de raison favorable, on doit envoyer ce courrier avec un nouveau courrier au service clientèle de la banque. D'accord? Parce que ce suivi, pour avoir une chance après en justice de gagner, il faut faire ces étapes-là. Et ensuite, si le service client n'a toujours pas fait de geste ou n'a toujours pas été dans votre sens ou répondu, c'est la copie de tout ça au médiateur de la banque. Il faut faire ces 3 étapes parce que si vous n'avez pas fait ces 3 étapes-là, en gros, en justice, quand tu vas faire une procédure en justice, on va dire un vice de procédure parce que les étapes n'auront pas été respectées. Finalement, on en demande toujours plus. On en demande toujours plus aux particuliers, quoi. Alors ça, c'est juste pour les frais bancaires, hein, c'est pas pour les prêts. Hein. Vas-y, Sébastien. Ah ouais, non, on a des méthodes qui vont être un peu plus directes. Hein, c'est que plus ça va, maintenant, on passe directement par le siège national de la banque et généralement, ça se passe pas trop mal. Enfin, voilà, il y a des retours relativement rapides parce que le médiateur, déjà, c'est une fumisterie parce que tu le sais très bien, il est payé par vos patrons. C'est la banque qui paye le médiateur. Donc, je suis désolé, mais c'est une fausse bonne solution, ça aussi. Enfin, je sais pas, le mec, il y a une subordination qui est malsaine déjà en soi. C'est un employé. Mais quand je t'explique, même si toi, avec l'association, même si toi, avec l'association, tu vas directement en national, bien sûr que si un tel connaît un tel, etc., on peut aller plus vite. Ce que j'explique à la personne lambda, parce que de toute façon, malheureusement, votre association, elle est au top, elle fait un super boulot, mais elle pourra pas gérer les 8 millions de personnes qui sont en galère. Donc, les conseils que je donne là, c'est une étape à faire pour que justement derrière, on puisse taper au niveau du national, des organes nationaux, pour dire, bah là, nous, on a fait toutes les étapes, on est tombé vraiment sur des personnes qui n'ont pas été à notre écoute, qui nous ont pas aidés, qui nous ont enfoncés, et on a de l'épreuve. Bien sûr que si on passe par ton association derrière, on peut aller plus vite, on peut faire de. Mais il y a un modus operandi à respecter qui permet d'avoir un dossier valable, justiciable derrière, sur lequel on pourra pas vous reprocher de ne pas avoir fait ça ou ci ou ça. Il y a 3 étapes. Si vous voulez commencer à vous lancer dans cette guérilla contre les frais bancaires, il y a ces 3 étapes-là à respecter. Comme dit Véronique, malheureusement, tout le monde ne sera pas encadré par une association. Des gens qui vont aller taper du poing sur la table à Bercy, ça va être très compliqué. Par contre, j'aimerais rajouter, parce qu'on a aussi un autre problème. Quand tu as fait toutes les étapes, tu as tout suivi, tu es rendu au médiateur, tu as pas une réponse langue de bois très souvent, hein, c'est ce qu'il faut espérer, parce que si tu regardes les bilans des médiateurs, c'est très mitigé, on va dire, les retours. Et derrière, aller en justice. Et c'est là, si la personne n'a pas de protection juridique ou n'a pas une assistance, une assurance protection juridique ou l'aide juridictionnelle, elle n'a pas nécessairement les moyens d'aller contester 1000 ou 1500 €. Et elle n'a pas nécessairement la culture et la connaissance pour y aller elle-même. Parce que techniquement, pour des petits litiges, elle peut y aller elle-même se défendre, la personne. On a des gens qui l'ont fait, qui ont gagné, mais le problème, c'est pas ouvert à tout le monde. Tu vois, il y a quand même, et ça, c'est quand même quelque part un problème aussi. Sébastien, la protection juridique, c'est beau, mais quand tu es assuré au Crédit Agricole, la banque qui tombe les moutons, par exemple, la protection juridique contre le Crédit Agricole, c'est comment? Tu le sais bien, hein, moi. Moi, c'est assurance santé, c'est pas juridique. Hein. Mais c'est la même. Ouais, voilà. Mais la réalité de la vie, la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est ça. C'est comment ils vont vous sortir que non, vous n'avez pas l'assistance, etc., etc. Moi, je le sais. Je suis dans ce cas-là. Moi, j'ai un assureur qui m'assure, hein, et c'est le même qui était incapable, foutu, de me faire un rapatriement sanitaire chez moi, dans mon pays. Pas foutu de ça. Et quand je lui dis, bah, attendez, je vais prendre la protection juridique, elle me dit, mais non, mais ça marche pas pour ça. Ah bah oui. Donc, la banque, c'est strictement la même chose.
Il y a énormément de gens qui sont assurés à leur banque, hein. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui souscrivent. Oui, et puis alors, un conseil, parce que les personnes qui sont assurées à la protection juridique dans leur banque, quand elles vont appeler leur protection juridique pour dire que c'est pour se battre contre leur banque, ils vont leur dire ah bah non parce qu'il y a conflit d'intérêts. Alors ne cédez surtout pas parce que le code des assurances dit que si l'assurance estime qu'il y a conflit d'assurance, elle est obligée de payer une autre protection ailleurs pour régler le problème. Ça, c'est important parce que ça arrivait souvent. Mais ce que j'aimerais dire, de toute façon, banque, assurance, même combat. Hein. C'est-à-dire que les problématiques, là, on parle des frais bancaires, mais on pourrait parler des assurances là qui envoient des avenants en ce moment aux gens pour leur dire on ne prend pas en compte le problème du Covid, par exemple, et vous signez l'avenant, puis si tu le signes pas, il te résilie ton assurance. Donc, même combat. J'aimerais surtout dire aux gens que les étapes que j'ai données, ça n'a pas grande chance d'aboutir, mais il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'après, avec Sébastien, avec plein de monde, avec Attaque, avec plein de monde, on est en train de constituer une force. Et ce que je veux dire aux gens, là, j'espère qu'il y a des milliers de gens qui vont entendre et qui vont diffuser cette vidéo. On va préparer une grande campagne nationale pour lutter contre ça. C'est-à-dire que nous, comme je le conseille là de faire les étapes, on les a fait les étapes. On a été à la rencontre des politiques, on a déposé une proposition de loi, on a vraiment convergé entre les associations, entre les syndicats, entre tout le monde. On a fait le travail pour expliquer à Macron et son ministre des Finances, Bruno Le Maire, que c'était une spoliation de l'argent du peuple, que c'était des frais illégitimes. On a tout prouvé. Si bien qu'à l'Assemblée, Bruno Le Maire est descendu. Hein, donc, je vous explique à quel point ils le savent eux-mêmes que c'est de l'abus et du vol. Donc, ce que je veux, c'est que les gens, quand on va lancer le signal, il va falloir qu'ils se mobilisent tout simplement. Oui. Parce qu'on va faire une grande campagne, ce sera du tractage, du collage, avec, voilà, j'en dirai pas plus, mais il faudra que ces personnes se mobilisent. On est 8 millions de personnes. C'est pas le moment de se laisser abattre, même si les apparences donnent aussi beaucoup d'énergie à se laisser tomber. Non. il faut pas. Non, parce que ça fait 4 ans que je me bats contre les frais bancaires. Si j'avais baissé les bras, on n'aurait pas avancé autant que ça. Faut jamais lâcher, on y va. Et le combat, il fait que commencer. Mais il faudra que les gens disent présent quand on va appeler à mobilisation. On fera les choses bien. Et il y a que la force du peuple réunie qui va permettre d'arriver à la victoire contre ces frais bancaires. Les étapes que j'ai données avant, il faut les faire parce que ça nous fait des dossiers qui pourront prouver nos dires. Alors, la bonne foi et les démarches. Vas-y, Seb. J'aimerais ajouter qu'on est sur des sujets qui dépassent déjà tout clivage politique. On est vraiment parce que dans chaque famille française, et je dis bien dans chaque famille française, il y a des gens qui traversent des difficultés financières pour X raisons. Et ça, ces gens-là, ils vont être amenés à traverser ça. Ou alors, on va avoir des proches qui vont être amenés à traverser ça parce qu'ils vont peut-être perdre leur emploi et ça commence. Tout ça, ça va amener derrière les frais bancaires. Parce que c'est pas la banque qui tout de suite se jette en frais bancaires. Elle attend le moment de faiblesse et de difficulté du client. Et c'est là qu'elle gagne de l'argent. Parce qu'elle a des pièges qui sont très bien rodés. Tu fais un prêt immobilier, tu es engagé pour 20 ans avec ta banque. Qui passe 20 ans sans aléa? Alors la banque, elle va pas gagner beaucoup sur le prêt immo. C'est un produit d'appel pour elle. Mais derrière, dès que tu vas être en difficulté, on va te saigner. Là, tu vois, ce matin, j'ai eu quelqu'un qui a commencé, un petit commerçant, qui a commencé à avoir du retard de prêt immo. Il me dit, est-ce que j'attends? Ou alors, je l'ai orienté directement sur une suspension judiciaire, mais il avait l'espoir de vouloir contacter sa banque. Il a 5 mois de retard sur son prêt immo. J'ai dit non, faut pas attendre parce qu'on va vous prononcer la déchéance du terme et derrière, on va vous saigner. Et je peux citer le nom de sa banque qui est le Crédit Agricole. Alors, le Crédit Agricole, là où ils sont très forts, s'ils récupèrent la maison aux enchères, ce qu'il faut savoir, c'est que Crédit Agricole est aussi propriétaire de ces agences immobilières. Donc, pour faire de la spéculation, ils ont le ticket gagnant. La maison, on la rente à 10, 15, 20 000 euros et derrière, on va la retrouver en vitrine chez Square Habitat au prix marché. Et on va refaire l'emprunt à quelqu'un qui va la racheter, hein, bien évidemment. Mais c'est très malsain. Là aussi, c'est un domaine où il y a du conflit d'intérêts. Comment se fait-il que la banque fait le prêt, fait la vente de la maison, elle fait tout de A à Z? Il n'y a que le notaire qu'ils n'ont pas encore pris. Ils vont bien essayer. C'est comme quand tu fais la vente de biens immobiliers en Pinel, etc. La banque a des biens, vend le bien, fait le prêt, etc. Mais ça,
Tu dis que le notaire est pas dedans, je suis désolé, mais tu as beaucoup de notaires qui sont dans les conseils d'administration des agences locales, que ce soit Crédit Agricole ou autre. Il y a autre chose. En termes de confiance à une banque, faut autant faire confiance à une banque qu'un un Montmanoir qui a pas mangé depuis 6 mois et qui était à 3 mètres de vous. Voilà, faut faire confiance à une banque de cette façon. S'il n'y a pas confiance du tout, du tout, du tout. Parce que je rappelle toujours que l'objet de départ de la relation bancaire, c'est un objet de confiance. C'est une relation de confiance. C'est-à-dire que, à l'origine, la banque vous faisait confiance et elle vous octroyait des fonds, un prêt, etc. Et vous, en retour, vous lui faisiez confiance parce que vous lui confiez votre argent en dépôt. Aujourd'hui, on vous oblige à confier, alors qu'avant, c'était pas une obligation. Et aujourd'hui, la confiance a été cassée. On n'a plus confiance. Les banques n'ont plus confiance aux clients, mais les clients n'ont plus confiance. Et pourtant, des gens très honnêtes, des anciens qui ont jamais eu, ils ont pas été très riches, mais ils ont jamais eu le moindre incident. Dès qu'ils s'approchaient de l'incident, c'est un mal-être infernal pour ces gens-là. Et aujourd'hui, la banque a créé elle-même la perte de confiance. C'est la banque qui l'a créée. Ce sont pas les clients. Et l'intolérable, j'aimerais que les gens prennent conscience d'une chose intolérable. Il y a eu la crise 2008 où les banques ont joué avec l'argent, etc. Ça s'est écroulé. Il y avait l'État qui a volé à leur secours pour peanuts, d'accord? Aujourd'hui, on a la BCE qui rachète le papier pour peanuts. La Banque Centrale Européenne. C'est ça. On leur prend rien. Alors, je voudrais qu'on compare les frais bancaires, donc les frais bancaires qui sont impactés quand on dépasse son découvert, à la situation des banques. La situation des banques aujourd'hui, c'est comme des gens à découvert. C'est-à-dire qu'elles ont elles ont dépassé largement leur découvert. Et puis, normalement, elles devraient se prendre plein de frais. Bah, ces banques-là, elles se prennent zéro. On leur prête, limite à taux négatif, tout va bien. Par contre, le client lambda qui essaye de s'en sortir, qui lui crée vraiment de la valeur par son travail, par tout ça, et qui est pas en train de s'amuser à aller jouer en finance sur les systèmes, lui, on va lui prendre jusqu'à 1000% d'intérêt. Je donne un exemple. Tu vas acheter ta baguette à 2 €. Avec ta carte, tu as dépassé ton découvert 3-4 €. Tu te prends 8 € de frais bancaires. Ça, c'est du 400% par exemple d'intérêt. On parlait d'un taux d'usure dans l'immobilier, dans tout ça. Mais on en est où là? C'est-à-dire que même dans les frais bancaires, on n'a pas appliqué de taux maximum. C'est-à-dire que quand tu vas avoir ton prélèvement d'EDF à 20 €, d'accord, par exemple, tu te prends des frais de courrier 12 € plus 8 € si on te le force. Et si on te le rejette, c'est 20 €. Donc, tu vas te prendre 40 € de frais pour un paiement de 20 €. C'est-à-dire que la banque, elle dit, je ne peux pas te payer les 20 €, mais par contre, je peux t'enfoncer de prendre 40 € de frais. Et si on appliquait ça aux propres banques par rapport à leur comportement, combien de milliards elles devraient au peuple pour avoir joué avec son argent, pour avoir mis en difficulté l'économie de la France? Eux, ils sont tranquilles, on leur prend peanuts. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que les politiques écoutent ce qu'on dit et il faut que le peuple, oui, se révolte parce que c'est une… Véronique, je comprends ça. Mais ce que je ne comprends pas, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'un monsieur qui est à la tête de la Fédération bancaire française aujourd'hui, dans son mandat, monsieur Brassac, quand on lui demande de venir s'expliquer avec nous, quand on lui demande de venir nous donner une leçon, parce que c'est un grand donneur de leçons, il refuse, il ne veut pas. On a emmené l'invité pas être plus près pour l'inviter. Voilà. Donc il ne veut pas, il se cache. Pourquoi il vient pas nous expliquer qu'on a tort? Pourquoi il vient pas nous expliquer, etc. Le problème que tu dis là, ce sont ces gens-là. Et je le mets nommément parce que c'est en titre de la fédération, de président de la Fédération bancaire française actuelle. Ce monsieur fait tout pour qu'on en arrive à ces situations. Un homme raisonnable, une personne raisonnable, homme ou femme, ne devrait pas faire ça. Ne devrait pas arriver à faire bloquer ou à se foutre de la figure des gens. Parce que je lui dis, et je lui dirai en face, Monsieur Brassac, vous foutez de la figure des gens. Vous ne défendez pas votre métier. Vous faites une honte. C'est une honte à ce métier. C'est une honte aux responsables d'agence. C'est une honte au personnel bancaire. Parce que vous les obligez à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et sur lequel vous n'assumez pas parce que c'est tout.
Là, c'est parfait, ça tout. me permet de faire le pont parce que ça va faire 1 heure qu'on est en live. Je pense qu'on a donné beaucoup d'informations aux gens et qui sont pas très bonnes. Hein. Donc, ne spécule pas sur la misère des gens, c'est mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, Véronique, tu peux nous parler, toi, qui est à l'intérieur d'une banque et qui est dans un syndicat, comment va le moral, comment vont les employés bancaires? Alors, les employés sont à peu près dans le même état que les clients. Il faut savoir que les employés sont les premiers également impactés par le Covid à double, c'est-à-dire que aujourd'hui, les entreprises, pour soumettre les employés, le peuple, etc., profitent de cette crise pour dire qu'il va y avoir plein de licenciements et qu'en gros, ceux qui resteront à bord du navire, ce seront les bons petits soldats. Donc, ils ont la pression d'un côté des employeurs qui leur dit qu'il faut continuer à faire du chiffre, faire des choses. Et de l'autre côté, ils ont des employés, des usagers de banque, que ce soit en professionnel ou en citoyen qui sont dans des difficultés extrêmes. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des gens qui en viennent aux larmes. C'est très humiliant de se retrouver dans une banque en larmes et de dire que tu n'as pas de quoi acheter le lait en poudre à tes enfants pour ton bébé qui vient de naître. C'est très frustrant de dire que tu n'as pas les moyens de payer 2 mensualités. Il faut savoir qu'en banque, quand tu ne payes pas ton crédit pendant 2 mois, la banque, elle a le droit de te réclamer toute la dette. Imagine la pression. Et donc, en fait, alors tu vas avoir certains employés qui se croient plus forts que d'autres, qui ont une bonne situation et qui, eux, se sentent à l'abri de tout. Mais tu as beaucoup d'employés quand même qui sont frustrés, quoi, impuissants. Ouais. Voilà. Et donc, c'est où ils perdent leur boulot parce que, voilà, ce que je veux dire, il y en a plein qui essayent de faire leur maximum. Hein. Et ça veut dire que tu as plein dans toutes les banques, hein, quelles que soient les enseignes, tu as plein de clients, d'employés qui essayent d'aller voir leur responsable, de dire tiens, ce serait sympa de faire telle remise. Tiens, on peut pas suspendre ce crédit. Tiens, on peut pas. Ils essaient, mais toujours en marchant sur des œufs parce que il y en a aussi. D'ailleurs, sur Éthique cette semaine, il y a vous mettra, mais voilà, évidemment flouté, voix travailler, etc. Mais il y en a qui parlent, qui ont besoin de parler, et il y en a de plus en plus qui ne supportent plus le manque d'éthique et le fait que leur travail ne fait plus sens, qu'ils ne veulent plus obéir à ces ordres-là. On peut mettre ça en parallèle avec les policiers qui ne voulaient plus obéir aux ordres qu'ils recevaient concernant les militants. Enfin, il y a des gens qui ne supportent plus que leur travail ne fasse pas sens. Donc, il y en a de plus en plus qui veulent parler. Et on les encourage moi, je les encourage à parler parce que c'est de garder, de créer une dépression intérieure, une dissonance cognitive aussi forte, c'est très dangereux pour la santé mentale et pour la santé tout court. Donc, moi, j'encourage les gens qui ne trouvent plus de sens dans leur travail à l'oraliser. Véronique et Maud, à ce sujet, et je veux que les choses soient claires, et je parle au nom de Banque Info Recours avec Sébastien qui en est le président. Ces employés-là, nous les soutenons. Je suis très clair. Oui, voilà. Ces employés-là, nous les soutenons. On ne veut pas les tuer. On ne veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, que les choses soient claires. Par contre, d'autres employés que je vais appeler les lèche-culs, parce qu'ils croient tous qu'ils vont avoir le grand bonheur, une fois qu'ils auront bien sucé la personne, excusez-moi du terme, qu'ils auront bien léché le cul, qui vont arriver à être des dieux. Désolé, mais ça marche pas comme ça. Donc, il n'y a plus de place. Banque Info Recours soutiendra toujours les salariés qui feront leur travail correctement, comme il faut, et qui n'abuseront pas. Toujours. Oui, mais c'est ça, et c'est important de le signaler, parce que c'est vrai, quand on pousse la porte de sa banque, on a envie de s'en prendre à, on s'en prend à celui qui est derrière le guichet ou derrière son bureau, mais c'est important aussi de signaler qu'à l'intérieur des banques, il y a des gens qui travaillent et c'est compliqué aussi pour eux. Enfin, c'est important. Mais c'est le retour qu'on a beaucoup, parce que la personne, quand elle s'est fait matraquer de 100 €, elle appelle son conseiller qui va rien pouvoir faire. Elle va dire, elle va avoir une rancœur vers le conseiller, mais qui lui n'a pas la main. Et ça fait partie des problèmes. Et l'employé de banque, il sert de fusible entre les pratiques, des directions et le client. Le personnel, quel qu'il soit, même les lèche-culs, ne sont que des fusibles pour les hautes directions. Point. Parce que le jour où ils ne ou le jour où ils n'ont pas atteint leurs objectifs, ils seront traités comme les autres.
Et ça, c'est certain. On en a assez de retours d'employés. Pour les employés de banque éthique, il y a la double peine. Hein. C'est que d'un côté, ils ont les usagers qui les insultent, les menacent. Et donc, on a la banque qui est coupable de deux dangers. Des passages aux actes graves de la part des usagers de banque qui en peuvent plus et qui en a qui menacent de suicider, qui tombent dans des dépressions graves à cause des frais bancaires. Et de l'autre côté, des employés de banque, pareil. On a plus de 20% d'augmentation en Île-de-France. Arrêt de travail qui arrive sur des dépressions parce que le burn-out. On t'a pas entendu. On a plus de 20%. On a une augmentation de plus de 20% qui n'a rien à voir avec le Covid en Île-de-France, toutes banques confondues. Des arrêts de travail des employés de banque parce qu'ils sont en burn-out. Et comme le burn-out n'a pas été reconnu par ce gouvernement, ils sont en maladie pour dépression. Vous avez plus de 10% d'augmentation des démissions aujourd'hui en banque. C'est-à-dire que même les jeunes qui rentrent, ils disent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils font 3, 4, 5 mois, ils veulent pas rester. Donc c'est… Et de l'autre côté, les personnes qualifiées qui ont fait le travail pendant 10, 15 ans, les banques, même le plus grand plan social dont personne parle les médias, c'est-à-dire qu'il y a 75 000 emplois qui ne seront pas renouvelés en banque parce qu'on veut liquider les agences, les employés, parce que toujours faire du fric pour du fric pour du fric, en enlevant le conseil, bien sûr. Et donc ça, on n'en parle pas non plus de ce plus grand plan social. Mais c'est comme ça qu'ils gouvernent par la peur dans les banques. C'est-à-dire qu'ils disent, vous voyez le plan là qu'on a sur l'horizon 2025, bah, si vous voulez pas faire partie de la charrette, tenez-vous bien. Donc voilà, les employés de banque sont pris… ont le derrière entre deux chaises et vraiment les banques ont tout pouvoir et on a un gouvernement qui ne veut pas légiférer, qui veut les laisser faire parce qu'il est complice, parce qu'il fait partie de cette bande. Parce que Véronique, on va pas tarder, ce sera le mot de la fin. Véronique, pas tous les employés, pas tous. Il y en a, on serait à une autre époque, en 1940, je te promets qu'il serait pétard. Je te promets qu'il serait pétard. Malheureusement. Par contre, il y a une majorité d'employés de banque qui sont bien, qui sont bons. Mais oui, mais on ne nie pas. Il faut en parler aussi. Il fallait en parler parce qu'il y a des fusibles. Il faut les défendre. Oui, il faut les défendre parce qu'ils sont en première ligne et c'est difficile. Pour le mot de la fin, je veux juste dire une chose qui concerne les usagers et les employés de banque et le système bancaire en lui-même. Moi, au-delà d'avoir travaillé au plafonnement des frais bancaires et ça avance, je travaille sur la socialisation des banques de détail. Je veux dire aux employés de banque qui n'aient pas peur, qui n'écoutent plus les patrons à leur dire c'est votre salaire, là, c'est faux. On a prouvé que les frais bancaires, c'est pas leur salaire, c'est les dividendes des actionnaires. Et que si demain on arrive à changer les choses et à socialiser certaines banques de détail, non seulement on aura des banques éthiques, mais on aura des banques qui respectent les employés et où ces mêmes employés pourront redevenir ce qu'ils étaient et formés pour, des conseillers, des professionnels et des gens qui accompagnent réellement le financement de l'économie réelle, de la transition énergétique, etc. Voilà. Sébastien, on a du travail. Merci Ouais, vous avez du boulot, hein, tous, hein. Mais on a le droit de rêver, on a le droit de rêver un monde meilleur et on peut aussi se servir de tout ce qui se passe comme une aubaine pour se mobiliser et essayer de prendre du poids parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et voilà, j'étais très heureuse que vous soyez parmi nous et qu'on puisse débattre de ce fameux PGE qui impacte tellement de monde et qui va ricocher, on l'a dit, on l'a démontré, regardez le live en replay ou si vous en avez besoin, sur l'immobilier, sur vos frais personnels, etc. C'est lourd de conséquences ce qui se passe, il faut être alerte et se mobiliser surtout. Je vous laisse dire un mot de la fin, puis moi après. Moi, je voulais remercier tous ceux qui nous regarderont. Je voudrais juste leur dire que s'ils veulent nous épauler dans notre lutte, parce que c'est pas toujours simple pour nous, nous aussi on se met en danger, nous aussi on prend voilà, pour le bien commun. Je leur demanderai de partager au maximum cette interview et qu'ils se la propagent entre eux et que le jour où on leur donne le feu vert pour la mobilisation, qu'ils disent présent parce qu'il y a comme ça qu'on va gagner ce combat-là. Voilà, merci à tout le monde. Le message est passé. Merci Véronique, pardon. À bientôt. Seb, un petit mot ? Alors, moi, j'aimerais adresser tout mon soutien et souhaiter bon courage à toutes les TPE, notamment au collectif des entrepreneurs en difficulté qui est toujours devant la préfecture de Belfort à l'heure actuelle. Ils se battent pour survivre tout simplement. Ils ont leur famille et ils font face à un préfet qui n'est autre que l'ancien directeur de campagne de Monsieur Macron, avec lequel aucun dialogue n'est possible.
ils ont juste le droit depuis une semaine, alors qu'ils font tout proprement. Il n'y a aucun débordement. Ils occupent simplement, ces gens-là, 3 places de parking devant la préfecture. Ils ont des banderoles. Avec le soutien du maire. Avec l'accord du maire pour avoir ce stand. Donc voilà, donc je leur adresse tout mon soutien et j'invite à un retour à la raison, monsieur le préfet, au passage. Ce sera fait. Gilles, Ah, un mot de la fin? Oui, un mot de la fin à mon âge. Un mot de la fin à mon âge. En tout cas, merci. C'est toujours intéressant de débattre sur le sujet. Moi qui suis très loin, mais qui suis l'actualité française, malheureusement, je m'aperçois que ce monde va être de plus en plus difficile, qu'on fait tout pour s'enfoncer et gentiment on enfonce les gens. Et ça, c'est pas tout à fait normal. En tout cas, mesdames, merci à vous. Sébastien, je ne le remercie pas parce que c'est tous les jours qu'il m'offre cette tranche de sourire par ce qu'il fait. Hein, par ce qu'il fait. Voilà, mesdames. Et vous me ferez le vôtre aujourd'hui, même si je suis très, très loin. Merci à tous les 3 et puis restons évidemment on reste en contact et quand il y aura besoin de se remobiliser ou de repousser des coups de gueule, évidemment vous êtes les bienvenus, vous avez carte blanche sur Ethique. Je vous embrasse tous, je vous laisse quitter le live. Merci encore pour toutes ces informations et vos combats respectifs. Je vais dire au revoir à nos petits abonnés. Le bouton rouge, Véro. Le bouton rouge. Salut tout le monde. Je voulais tous vous remercier pour ce live, pour avoir été présents, pour le partager massivement, c'est important. Bientôt, il va falloir se mobiliser avec des dossiers, tous y aller, faire le colibri, chacun faire sa part pour faire changer les choses et sortir beaucoup plus digne et fort de cette ultime, on espère, crise sociale et sanitaire. Et je souhaite particulièrement remercier Patrick Mangui. Je ne vous connais pas, mais vous êtes notre premier donateur sur Ethique, financement participatif sur notre site internet et ça nous touche tous beaucoup évidemment. Donc merci beaucoup. À très vite sur Ethique, pas plus tard que cet après-midi. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous et soyez bien solidaires surtout. Salut.